clivage droite-gauche devient un outil de plus en plus obsolète pour l'analyse. Tous les grands événements de notre époque créent des nouveaux clivages, c'est-à-dire qu'ils vont couper la droite et la gauche. Si vous prenez par exemple l'attitude vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de Poutine, vis-à-vis des guerres qui se déroulent en ce moment au Proche-Orient, vis-à-vis de l'Europe, vous avez des partisans et des adversaires à droite et à gauche. Et dès lors, les gens qui sont dans la même position alors qu'ils ont des itinéraires ou des positions différentes se retrouvent tout naturellement. Dans cet invité du jour, vous allez découvrir un candidat citoyen. Jean-Marc Fortanet, votre venue à TV Liberté est principalement due à votre opiniâtreté. Alors que la primaire de la droite bat son plein, vous êtes candidat d'une autre primaire, une primaire citoyenne organisée depuis des mois par le site laprimaire.org. Vous êtes donc un candidat citoyen à la présidentielle, mais avant d'aller plus loin, je vous propose que vous présentiez votre parcours professionnel et personnel tout à trac, parce que vous vous présentez comme vétérinaire, entrepreneur ou entrepreneur ouvrier même. Tout à fait. Alors, vous êtes... Alors en fait, donc j'ai 54 ans, j'ai 3 enfants, je suis marié, et en fait, donc je suis vétérinaire de formation d'exercice libéral. Ensuite, je suis vétérinaire, entrepreneur, architecte, ouvrier, autodidacte, en fait, parce que j'ai entrepris, et ces entreprises que j'ai générées m'ont amené à toucher à tous les métiers du bâtiment, et pour aider à la création et au développement de petites entreprises. C'est pour ça que je me qualifie comme cela. Mais vous êtes habillé en vétérinaire aujourd'hui. Exactement, donc j'ai pris ma blouse de vétérinaire, avec d'ailleurs le petit badge de laprimaire.org dont nous parlerons. C'est déjà de la pub, c'est bien. Faut commencer parce qu'on en a besoin. Et puis après, j'ai d'autres instruments qui vont me servir pour la suite. Et je suis également responsable d'associations citoyennes et voyageurs routards. Et voyageurs routards. La primaire.org, alors c'est un mouvement, donc j'ai bien compris, aux ramifications nationales. C'est structuré avec un objectif quand même ambitieux, puisque c'est celui de présenter un candidat citoyen à la présidentielle. En fait, est-ce que cette démarche, elle est véritablement réaliste? Mais tout à fait. En fait, quand on voit les élections, il y a à peu près entre 60 et 70% d'abstentionnistes sur des élections, donc on ne se satisfait pas de l'offre politique. C'est pas le cas de la présidentielle, quand même. Il n'y a pas autant d'abstention. Oui, il y en aura peut-être moins, mais en fait, parce qu'en fait, on nous laisse pas le choix. De toute façon, il faut savoir que le candidat qui est proposé depuis des années sort de partis politiques qui ne représentent qu'à peu près 300 000 adhérents sur 45 millions d'électeurs. Donc, on n'a pas vraiment de choix. Donc, dans les autres électeurs, la primaire.org essaie de faire sortir un citoyen qui sera présent et qui présentera un projet alternatif. Donc après, ça sera aux électeurs de choisir en 2017, mais au moins qu'on puisse ouvrir un vrai débat. Alors qu'est-ce qui vous a poussé finalement à vous engager dans une bataille dans laquelle vous allez peut-être retrouver François Hollande, Emmanuel Macron, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy? Eux considèrent que c'est la mère des batailles. Est-ce que vous êtes engagé dans cette mère des batailles? Ah bien sûr, et ça me fera plaisir de les rencontrer, puisqu'en fait, moi je suis un candidat comme beaucoup qui râle depuis des années, devant la gestion catastrophique de notre pays par ces politiques professionnels qui se sont auto-professionnalisés. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, j'en ai marre, râler, ça ne sert à rien. Et donc, j'ai décidé de m'engager, puisque j'ai des idées. En discutant avec beaucoup de personnes, il y a plein d'idées dans la société civile. Il y a des initiatives qui marchent dans des mouvements associatifs. Et donc, il est temps qu'on en fasse part. Donc, je suis parfaitement motivé. Et mes expériences entrepreneuriale, médicale, associative, de voyage et de sport m'ont amené à construire un projet que j'ai résumé sous la forme de livres pour aller plus loin. Mais est-ce que la désignation d'un candidat citoyen par le vote de dizaines de milliers de personnes
sur le site lapremière.org en choisissant un candidat, parce qu'il y a de multiples candidats qui se présentent. Tout ça, ça quand même, honnêtement, on a l'impression que c'est Koh-Lanta et The Voice réunis, c'est-à-dire une forme de télé-réalité avec des étapes à franchir, des soutiens à trouver, et puis aussi d'ailleurs des trahisons à programmer peut-être. Alors, tout est possible. Maintenant, télé-réalité, non, puisque nous ne sommes pas dans la télé. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir dans l'organisation, c'est que tout candidat pouvait être présent. Bon, il y avait quand même une charte à signer. Et je vous invite d'ailleurs à tous les téléspectateurs à regarder cette charte, parce que je pense que beaucoup d'hommes politiques qui veulent se présenter ne seraient pas prêts à la signer. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fallait dans cette charte signée? Alors, il fallait s'engager sur des principes de moralité, d'éthique. Enfin, donc il y a vraiment beaucoup de principes. Donc c'était ouvert à tout le monde. Il fallait pas avoir de discours extrêmes. Et à partir de là, tout le monde a pu candidater. Donc nous étions 215 candidats. Ensuite, il fallait effectivement trouver 500 soutiens de citoyens pour passer le premier cap. Nous sommes 16 à l'avoir passé et nous voilà qualifiés pour le second tour qui va bientôt débuter. Et il faut savoir aussi qu'il y avait des candidats plébiscités, c'est-à-dire que les citoyens qui souhaitaient voir une personnalité du monde du spectacle, de politique ou autre, pouvaient voter. Donc il y a eu 5 personnalités qui ont reçu les 500 soutiens de citoyens sans avoir été par exemple présentés. Donc il y avait Nicolas Hulot, Pierre Rabhi, Franck Lepage, Monsieur Asselineau. Et le 5e, je ne l'ai plus en tête comme ça, mais par contre, il y avait Emmanuel Macron, par exemple, qui a été aussi plébiscité. Bon, il n'avait pas les 500 soutiens, mais il aurait pu venir candidater avec nous puisqu'il se prétend candidat citoyen. Donc moi, j'aurais bien aimé qu'il soit avec nous, parce qu'il serait dans les candidats qualifiés à ce stade-là, et nous pourrions débattre de vrais projets. Il serait avec nous dans les 16, là. Alors en plus de votre opiniâtreté, je retiens bien ce terme parce que vous avez fait beaucoup d'efforts pour arriver jusqu'à TV Liberté, pour essayer d'avoir des médias partout. Vous êtes un battant, ça je vous le concède. Mais alors, votre différence avec les autres candidats de lapremière.org, c'est que vous défendez aussi, vous, un vrai programme de servant, un programme pour changer de cap. Vous l'avez publié en plusieurs tomes, voilà, puis avec 3 tomes ici, oui, 3 tomes, puis avec une synthèse. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce programme? Vous dites qu'il se veut pragmatique et innovant. Alors, en quoi est-il pragmatique, tout d'abord? Il est pragmatique parce qu'en fait, il a des propositions concrètes qui permettent, sans endettement supplémentaire, de solutionner des problèmes. Donc, ce sont ces propositions que je souhaite, dont je souhaite faire part à mes citoyens et débattre avec les politiques. Notamment sur le plein emploi, je propose il y a vraiment des propositions pour le plein emploi, des emplois solidaires, mais enfin il y a vraiment des propositions concrètes et très pragmatiques sur les problèmes des retraites, qui à mon avis peut régler les débats qui courent depuis des années entre les politiques, les syndicats, les citoyens. Donc c'est très simple, ça contient, il y a 2 pages, hein, donc c'est vraiment très très simple. Puis après il y a des grosses propositions aussi sur l'insertion que j'appelle bienveillante, qu'on n'a pas fait par rapport à tous les immigrés qui sont venus en France depuis des années. Bon, après il y en a sur l'éducation aussi, il y a sur le projet notamment développement de nos atouts économiques, puisqu'on n'a pas de pétrole. Mais par contre, on a un formidable pays touristique. Donc on peut développer le tourisme, à condition aussi que les problèmes de délinquance soient réglés. Et là, il y a également des propositions concrètes, pratiques, engagées sur le traitement de la délinquance. Alors, immigration, insécurité, fiscalité, chômage, allez, on va mettre tourisme. Votre programme est-il vraiment innovant? Parce qu'il y en a d'autres qui parlent de cela depuis plus longtemps que vous. Alors, bien sûr. Mieux. Alors, peut-être, mais déjà, j'ai envie de le faire partager. Et ce qu'il y a surtout, ce sont les propositions pratiques, comment on peut mettre en application, sans dire il faut recruter, il faut aller chercher l'argent, maximum. Non. Dans une petite entreprise, on s'adapte aux moyens du bord. C'est-à-dire qu'un petit entrepreneur, quand il a un problème, il est obligé de réagir et de prendre une décision. Si la décision est mauvaise, il doit la corriger. S'il ne la corrige pas, l'entreprise va péricliter et c'est son patrimoine, c'est ses biens qui sont engagés dedans. Les politiques, c'est pas le cas. Ce qu'on appelle les grands patrons, c'est pas le cas non plus. Donc en fait, c'est toute l'expérience des petites entreprises que je mets dans ces propositions. Donc après, ouvrons un débat avec ceux qui n'ont pas vraiment de propositions concrètes. Est-ce que s'il y avait une proposition que vous devriez faire ressortir de vos ouvrages, de ce serfant
français, Oui. en verlan, je pense. Hein. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur? Comment on peut changer de cap pour vous? Quelle serait la première décision que vous prendriez si vous étiez président de la République? La première. La première décision, ça serait déjà de mettre en place le plein emploi. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est bien détaillé dans le livre. Le plein emploi, donner une activité à tout le monde, parce que je ne supporte pas, et je trouve que c'est inadmissible, qu'on achète la paix sociale en donnant de l'argent à des personnes qui ne font rien, sachant que ces personnes ne sont pas bien, parce que elles ne retrouvent pas de dignité. Et donc, je pense qu'il faut que toute personne ait un rôle dans la société et que la solidarité ne doit s'appliquer qu'à celles qui ne peuvent pas faire quelque chose ou qui sont trop âgées à partir d'un certain temps pour avoir contribué. Voilà un petit peu. Donc, ça, c'est vraiment une mesure phare. Et puis après, il y a le problème des retraites aussi, qui est un problème très important, qui se règle je ne vais pas dire très facilement, mais en tout cas, il y a une proposition. Ah bon? Dites-la nous. La proposition est très claire, c'est-à-dire que j'explique de façon médicale que les retraites, il y a un gros mensonge depuis des années, puisqu'il y a eu un allongement de la durée de vie, et qu'un retraité a cotisé en réalité pour 12 ans de retraite, et qu'il touche 25 ans en moyenne. Donc, bon, c'est bien expliqué dans le livre. À partir de là, il y a un problème. Donc on ne va pas pouvoir les financer longtemps, sachant que les jeunes ne sont pas assez nombreux pour travailler. On ne fournit pas assez de travail aux jeunes. Donc à un moment donné, ça ne pourra plus fonctionner. Et les jeunes, d'ailleurs, les plus conscients, beaucoup partent à l'étranger. Donc ça ne va pas marcher. Donc ce que je propose, c'est une retraite à 60 ans, avec une participation des retraités qui le souhaitent, à des actions collectives, en association, enfin il y a plein de solutions proposées qui permettra d'augmenter la retraite et surtout un plafonnement des retraites, puisqu'on ne pourra pas continuer à payer des retraites énormes. Ben voilà, donc après, c'est vrai que... je vous ai donné peu de temps pour expliquer un problème politique, mais il va falloir vous y habituer. Tout à fait. Mais c'est vrai que... D'ailleurs, ce livre, je vais le mettre en version numérique sur le site leserfant.fr, puisque je n'ai pas de distributeur. Parce que le temps est court d'ici les élections présidentielles. Pour la primaire, il faut qu'on puisse s'organiser. Donc à un moment donné, il faut que les gens puissent savoir ce qu'il y a dedans. Et il y a également des articles médiums que j'ai publiés justement sur les retraites et sur le plein emploi sur ma fiche candidat sur laprimaire.org. Alors vous avez été interrogé par le Dauphiné Libéré, vous avez indiqué que vous étiez, je vous cite, dégoûté, écœuré par l'incapacité de nos dirigeants à gérer le pays. Vous parlez de comportement de sensu. Et en fait, je me suis dit, votre démarche, elle est peut-être pragmatique et innovante, mais finalement, elle est un peu comme celle de beaucoup de candidats, celle d'un populiste. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle populisme. Personnellement, on pourrait le considérer. Par contre, si je me permets de dire ça, c'est qu'il y a des arguments d'une part. Donc, comportement de sensu. Hein. Oui, comportement de sensu. Moi, c'est dans mon pays, le Serfant. Donc, c'est pas la France. On peut pas imaginer que c'est la France, bien sûr. Mais ça n'est pas que la France, quand on regarde la raison du Serfant. Mais il y a des livres qui sont sortis en France, en nommant des responsables politiques précisément. Donc je peux parler d'un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Pilleurs d'État de Philippe Pascot. Il y a eu un autre... Nous avons évoqué ici TV Liberté. D'accord, donc il y a eu d'autres livres. Donc maintenant il existe des livres où les gens sont nommés. Voilà, donc dans mon pays imaginaire, je ne veux pas aller me disputer pour telle ou telle raison. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on fasse une amnistie, hors crime et délit, qu'on règle un petit peu l'oubli passé pour reconstruire un mouvement et un élan solidaire pour se tourner vers l'avenir. Parce que si on commence à se disputer sans cesse sur le passé, on n'avance pas. Donc moi je suis un entrepreneur se tourne vers l'avenir et non pas le passé. Le passé sert pour ne pas faire des erreurs, mais c'est l'avenir qui compte. Ah, moi, ce qui m'a passionné chez vous, c'est que premièrement, vous avez l'idée de créer un projet de société auquel on adhère ou on n'adhère pas, c'est pas le problème. Je trouve que cette démarche est une démarche qui est sympathique. Et puis aussi, elle s'inscrit, parce que j'ai appris à connaître votre personnalité aussi, au fur et à mesure de nos échanges téléphoniques notamment, elle s'inscrit dans l'optimisme. Vous êtes un optimiste. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce qu'on est dans une société où plutôt zémourienne, où on parle du suicide français, d'un déclin inexorable du pays, inéluctable. Vous n'êtes pas du tout dans ce cas de figure. Non, pas du tout. En fait, je suis ce qu'on appelle un chanceux et un optimiste de but et un pessimiste de chemin. Donc j'invite les téléspectateurs à taper sur Internet Philippe Gabillet, la chance et l'optimisme,
parce qu'en fait, ce sont des liens qu'on m'a envoyés quand j'ai commencé à me lancer dans ce projet. Et je peux vous assurer que souvent, je me suis dit, mais Jean-Marc, t'es fou, qu'est-ce que tu fais là? Enfin bref, et puis l'entourage, ça a été aussi compliqué, hein, puisque... Et quand j'avais des moments un petit peu, des coups de mou, quoi, comme dans les courses, les ultra-trail, je regardais ces vidéos, je me dis, non, Jean-Marc, t'as raison, il faut y aller, on continue. Voilà, et donc... Voilà, parce que vous faites quelque chose. Vous êtes un amateur d'ultra-trail. Oui. Vous auriez dû être interrogé par Olivier Frère-Jacques, bien évidemment, qui est un passionné, lui-même fait du trail. Mais ça aussi, c'est l'idée de l'optimisme, de la détermination, de jamais on m'empêchera d'arriver à mon but. En fait, je suis un battant, mais contrairement à beaucoup de sports, on ne se bat pas contre un adversaire, on se bat contre soi-même. Et l'ultra-trail, c'est une course d'endurance où on surmonte des épreuves qui sont vraiment difficiles. Et ce qu'on gagne à la fin, c'est un t-shirt. Voilà. Et donc là, je viens de terminer il y a 3 semaines l'ultra-trail du Mont Blanc avec ma femme. Moi, je l'avais déjà fait en 2008. Nous l'avons fait ensemble. Après 45 heures de course, où nous avons dormi... 45 heures 45 heures, oui. De course. De course. Nous sommes arrêtés 5 minutes pour dormir la première nuit, oui, et 10 minutes la seconde. C'est bien, oui, c'est bien. 5 minutes avec 45 heures de course, ça me paraît bien. Mais redevenons sérieux. Qu'est-ce que vous faites, en fait, à essayer de... Vous vous perdez dans la politique? En fait, ce que je souhaite, et c'est tout l'objet, ce qui est écrit dans les livres, c'est inventer la politique autrement. La politique telle qu'elle est actuellement, c'est pas la politique. La politique, normalement, au sens noble, ce sont des personnes qui s'investissent pour la collectivité et pour l'intérêt général. Actuellement, on n'a que des personnes qui s'intéressent pour... Enfin, non, pas que. Dans les plus grands élus, parce que les élus de base, ils sont motivés. D'ailleurs, c'est comme les syndicalistes de base. Ce sont des gens motivés qui croient, qui ont de l'idéologie. Mais plus on monte dans la hiérarchie, et plus on se détache de ces idéaux. Et donc, à un moment donné, je souhaite vraiment faire ce qui devrait être fait, ce que devrait être de la politique. Donc, on devrait peut-être l'appeler de la citoyenneté, puisque politique, c'est un mot tabou en France maintenant. Voilà, et donc à un moment donné, moi j'ai repris mes expériences donc médicales, entrepreneuriales, les voyages, les associations et le sport. J'ai fait une synthèse de tout ça. J'en avais marre, je râlais. Je me suis dit, est-ce que je crée une entreprise de plus? Est-ce que je voyage? Non, et je me dis non. Et là, je me suis dit, en France, ça va pas. 2014, j'ai pris conscience à l'occasion des élections européennes de la montée des populismes et des nationalismes. Et là, je me suis dit, mais là, c'est grave parce que ça va être l'Europe qui va s'enflammer si ça continue comme ça. Depuis 2014, on voit bien que tout ça, c'est en train de s'aggraver. Et donc là, j'ai réuni des amis. Nous avons initié le mouvement des transmetteurs réunis français, qui est le premier émule des Serfanés, puisque j'avais écrit ce livre qui était dans ma tête. Et puis après, j'ai finalisé tout ça et le projet. Et maintenant, la primaire, j'ai rencontré la primaire. Et puis voilà, donc voilà, ça avance. La suite des événements sur laprimaire.org. Alors là, la suite, donc sur les 215 candidats initiaux, nous sommes 16 qualifiés. Nous nous sommes rencontrés ce week-end. Et il va y avoir une deuxième étape, donc à partir du 20 octobre, du 20 au 30 octobre, qui vont déterminer il va en ressortir 5 candidats qualifiés pour qu'il y ait le dernier tour en décembre, pour en sortir un. Voilà. Et donc, la primaire.org est un outil, avec 2 autres outils que j'ai, qui sont le stéthoscope pour avancer, mes livres qui sont pour le projet, et puis il y a le médicament, qui s'appelle Démocratol, dont le laboratoire est laprimaire.org. Et je vous invite d'ailleurs, je vous en offre un échantillon. C'est gentil, voilà. j'en ai besoin. Il y a beaucoup de Français qui en auront besoin et j'espère que c'est la première fois qu'on m'offre quelque chose à l'antenne. Un Démocratol élimine durablement l'impuissance politique, heureusement, convient à tout type de conviction, ça c'est très bien aussi. Pastille revitalisante. Pensez, je peux faire 45 heures de course avec ça. Avec un peu d'entraînement, je vous emmènerai. Et sachez qu'il est sans effet secondaire, celui-là. Hein. Bon, merci beaucoup, Jean-Marc Fortanet. Allez, vous êtes candidat citoyen à la présidentielle. Et après tout, c'est une belle démarche que je voulais saluer en vous invitant. Merci. Merci à vous aussi. Au revoir.